Alors, nous allons étudier à présent la dernière sollicitation qu'il nous reste à voir, à savoir la torsion simple. Alors, définition de la torsion simple. Donc, si on regarde le torseur de cohésion, sa résultante est nulle. Il n'y a qu'un moment qui est non nul, c'est le moment suivant x, moment de torsion, mt. Donc, c'est un moment de torsion autour de l'axe x, autour de l'axe moyen de la poutre. Donc, il va avoir tendance à faire tourner les sections les unes par rapport aux autres, les tordre, d'où le nom de torsion. Notez qu'on a déjà étudié la flexion simple autour de l'axe Y et de l'axe Z. Alors, hypothèse que l'on doit énoncer. Donc, on va s'intéresser uniquement à des sections cylindriques de révolution, ce qu'on appelle des arbres pleins ou des arbres creux, caractérisés par leur moment quadratique polaire IO. Donc, on a déjà étudié ce type de moment quadratique. Et on va négliger également le poids propre, ce qui engendrerait des moments de flexion. Alors faisons une petite expérience. Donc on considère notre cylindre plein, encastré dans un socle, auquel on soumet donc un couple, constitué par deux forces égales et opposées, situées à une distance petit d. Donc le couple est égal à cette force fois petit d. Donc appliqué à l'extrémité du barreau cylindrique. Donc les sections vont avoir tendance à tourner les unes par rapport aux autres d'un angle θ x, qui dépend de x. Donc θ x parce qu'il s'agit d'une rotation autour de l'axe x. Et donc on va constater que les sections planes restent planes, c'est-à-dire que l'hypothèse de Navier-Bernoulli est respectée. Et donc si pour chaque section je trace l'allure de la courbe du moment de torsion en fonction de θ, et bien à l'image de ce qui se passe en flexion ou en traction avec des contraintes normales, on a le même type de courbe élastoplastique. C'est-à-dire que pour un certain angle θ, on a un phénomène élastique, et au-delà d'un certain moment, limite, on a un phénomène plastique. Et donc, si on exerce un moment qui est supérieur à ce moment plastique, ML, ce moment limite, on va avoir une plastification des sections, un gauchissement des sections, et une rupture par cisaillement. Donc cela met bien en évidence l'existence de contraintes de cisaillement. En tout cas, nous, on restera dans la zone élastique, ici, pour laquelle le moment est proportionnel à la rotation, donc mt est égal à k fois θx. Donc si je trace la courbe des moments fléchissants le long du barreau, le long de la poutre, on a un moment qui est constant. En effet, si je fais une coupure à l'abscisse x, qui j'isole par exemple la partie droite, le moment est égal à plus le moment des forces extérieures, c'est-à-dire au couple. Le moment est égal au couple qui est appliqué à l'extrémité à droite de la poutre. Et ceci pour chaque abscisse x compris entre 0 et L. Donc, l'allure du moment est constante. On appelle ça donc de la torsion pure. Alors, étudions à présent les contraintes et les déformations. Alors, on va isoler un tronçon de poutre de largeur dx, délimité par deux sections voisines distantes d'une distance dx.
Donc ces deux sections vont tourner l'une par rapport à l'autre d'un angle dθ. Et donc, si je prends deux génératrices AB et CD, qui forment un rectangle avant déformation, plus ou moins un rectangle, eh bien, ce rectangle va se déformer sous l'action de dθ en un parallélogramme. Donc cette section est soumise à des contraintes tangentes taux. On a vu qu'il n'y avait que des contraintes de cisaillement taux. Donc c'est exactement l'étude des contraintes de cisaillement du chapitre précédent, où les faces de ce rectangle sont soumises à des contraintes taux, et donc ce rectangle va se distorsionner, se déformer en parallélogramme, sous l'action des contraintes tangentes, faisant apparaître l'angle de glissement, qu'on appelle l'angle de glissement gamma. Et donc on a vu qu'il y avait une relation entre taux et gamma, à savoir taux est égal à G fois gamma. D'autre part, que vaut gamma? Alors on voit que cette distance ici, donc, est égale à gamma fois dx, tangente gamma plus exactement fois dx, mais tangente gamma vaut gamma, qui est égal à, également à r fois dx. Donc gamma dx égale r fois dx. Donc ce qui nous donne une relation pour gamma. Et donc si je remplace dans la relation taux égale à g gamma si je remplace gamma par cette valeur, j'obtiens donc une première relation ici. Taux est égal à g fois grand R fois dθ sur dx. Dθ sur dx, c'est ce qu'on appelle l'angle unitaire de torsion. Donc c'est le même pour toutes les sections. Donc c'est également égal à θ de x divisé par x. C'est également égal à θ de L sur L. Donc cette contrainte taux, c'est donc la contrainte au niveau des fibres extérieures de mon arbre. Mais si je fais le même raisonnement pour des génératrices situées sur un pourtour de rayon petit r, eh bien je vais trouver des contraintes qui seront égales. Au lieu d'avoir la valeur grand R, j'aurai la valeur petit r. Donc taux égale à g fois petit r dθ sur dx. Donc on voit que ces contraintes varient de manière proportionnelle à la distance petit r. Distance petit r du point considéré au centre G de la section. Alors appliquons à présent le principe d'équivalence qui nous dit que d'une part la résultante grand R de la section en G est égale à la somme des petites forces internes. Comme ici la résultante est nulle, donc cette résultante est égale à la somme des petites forces internes, c'est-à-dire la somme des taux dA. De manière identique pour le moment résultant mt est égal à la somme des moments de toutes les petites forces internes, à savoir la somme des taux fois R dA. Donc, taux dA, c'est la petite force au point M, courant, et R, le bras de levier de cette force par rapport à G. Donc, si je réécris cette deuxième formule, j'obtiens donc, en remplaçant taux par la formule qu'on vient de voir, taux est égal à on va remettre la formule, on va afficher la formule. Donc GR fois dθ sur dx. Eh bien, j'obtiens cette relation, à savoir G. Donc si je remplace ici dans cette relation taux par sa valeur, GR dθ sur dx. Donc je vais pouvoir sortir de l'intégrale G et dθ sur dx. Pourquoi? Parce que dθ sur dx est indépendant de dA. J'aurai 2 fois R, donc ça va me donner un R carré. Et donc je vais obtenir cette formule.
Et on voit apparaître ici la somme des R carrés des A, qu'on appelle, et qu'on a déjà étudié, qui caractérise ce qu'on appelle le moment quadratique polaire de la section. Donc finalement, on a deux relations ici. La première qui me donne dθ sur dx est égal à mt sur g I0. Et la deuxième, taux égale à mt sur I0 fois R. Donc si je remplace dans la relation taux égale gr dθ sur dx par cette première formule. Donc on reconnaît ici une analogie avec les formules obtenues en flexion, à savoir sigma égale... enfin, si je prends la première formule de déplacement, on avait la courbure qui était égale à dθ sur dx. Évidemment, c'est pas le même θ, là c'était la rotation des sections autour de l'axe Z. Est égal au moment de flexion divisé par IGZ. Et on avait les contraintes normales égales à moins m sur IGZ fois Y. On voit cette analogie intéressante qui nous permet de retenir facilement ce nouveau groupe de formules. Alors, qu'est-ce qui se passe pour un arbre donc plein de diamètre D, soumis à un moment de torsion mt? Donc, taux est égal à mt sur, on a vu que le moment quadratique polaire pour une section cylindrique, c'est pi d4 sur 32. Donc, je remets le 32 en haut. Multiplié par R, donc R c'est D sur 2. Donc d'où cette formule 16 mt sur pi d cube. Alors qu'est-ce qui se passe si l'arbre est creux? Eh bien le raisonnement est exactement le même, sauf ce qui va changer, c'est donc l'expression du moment quadratique polaire, qui vaut le moment quadratique polaire du grand disque, moins le moment quadratique polaire du petit disque, c'est-à-dire le moment quadratique polaire de la partie ici assurée, pi sur 32, facteur de d4 moins d4. Alors prenons un exemple simple. Considérons un arbre plein de diamètre d, soumis à de la torsion simple. Donc l'objectif étant de déterminer ce diamètre d. Alors, on va se donner comme hypothèse donc le module d'élasticité transversale, grand G, on va prendre 80 000 mégapascal. On va prendre un couple, donc cet arbre est soumis à un couple constant sur toute sa longueur, égal à 200 Nm. Et enfin, on va se donner une contrainte admissible de cisaillement, taux bar, donc égal à 100 mégapascal. Donc, à l'instar de ce qu'on a déjà fait auparavant, on va utiliser le critère de dimensionnement ou et de vérification. Donc, sachant qu'ici, on va l'utiliser en dimensionnement puisqu'on cherche la distance grand D. Donc, en écrivant que la contrainte maximum va rester inférieure en tout point à la contrainte admissible taux bar. Avec, on l'a vu auparavant, la formule de taux max qui est égale à 16 mt sur pi d cube.
Alors, donc si je réécris ce critère, là je cherche D, donc D doit être supérieur à 16 mt divisé par pi fois tau bar, tout racine cubique. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme unité? Ben, je vais mettre tout en newton et millimètres. Donc, le moment est égal à 200 newton mètre, c'est-à-dire 210 puissance 3 newton millimètre, divisé par pi fois tau bar. Donc là, je vais laisser tau bar en mégapascal, puisque les mégapascales, ce sont déjà des newtons par millimètre carré. Et donc tout calcul fait, ça me donne 21,7 mm. Enfin, si je dois étudier de la torsion pour une poutre quelconque, de section quelconque, les hypothèses qu'on vient de voir ne sont plus valables, c'est-à-dire que les sections vont gauchir. Il faudra donc utiliser d'autres formules pour le calculer, soit par le calcul élastique, soit par l'expérimentation, ou les deux.